Imaginez monter à bord d'un train à grande vitesse à Madrid et arriver à Casablanca seulement quelques heures plus tard. Pas de vol, pas de ferry, juste la terre ferme sous vos pieds pendant que vous voyagez entre deux continents. Ce n'est pas de la fiction. L'Espagne et le Maroc relancent l'un des projets de tunnel les plus ambitieux au monde. Un passage sous-marin de 10 milliards de dollars qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur les voyages entre l'Europe et l'Afrique. Imaginez ceci, vous êtes à 475 mètres sous la mer Méditerranée, plus profond que la hauteur de l'Empire State Building. Au-dessus de vous, d'immenses cargos traversent l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Autour de vous, des formations rocheuses qui ont été témoins de la collision des continents pendant des millions d'années. C'est ici que l'Espagne et le Maroc veulent creuser le tunnel le plus difficile jamais tenté. Le détroit de Gibraltar se trouve à l'une des intersections géologiques les plus violentes de la planète. Depuis 6 millions d'années, les plaques africaines et eurasiennes se frottent l'une contre l'autre ici, créant un paysage de montagnes sous-marines, de fosses profondes et de failles qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. L'eau elle-même raconte cette histoire. Les courants atlantiques qui vont vers l'est rencontrent les courants méditerranéens qui vont vers l'ouest, créant un champ de bataille sous-marin de forces opposées. Chaque jour, plus de 300 navires naviguent dans ces eaux. Des pétroliers venant du Moyen-Orient, des porte-conteneurs venus d'Asie, des paquebots de croisière remplis de touristes. Le détroit figure parmi les voies maritimes les plus fréquentées au monde, même s'il ne représente qu'une fraction du trafic maritime mondial total. Tout tunnel doit d'une manière ou d'une autre coexister avec ce défilé constant de navires géants au-dessus de lui. Le tunnel du détroit de Gibraltar n'est pas une idée nouvelle. Les ingénieurs rêvent de relier l'Europe et l'Afrique depuis les années 1930. À l'époque, des chercheurs espagnols ont découvert quelque chose qui a immédiatement mis fin au projet. La roche sous le détroit était si dure que leur équipement n'a même pas pu les rafler. Les études géologiques ont révélé des couches de calcaire et de dolomie compressées pendant des millions d'années en des formations plus dures que le béton. Les premiers planificateurs ont envisagé des alternatives. Certains ont proposé un pont flottant avec des tours s'élevant à près d'1 kilomètre dans le ciel. D'autres ont suggéré un tunnel immergé, constitué de sections préfabriquées déposées dans une tranchée au fond de la mer. Chaque option se heurtait à des défis insurmontables. Les profondeurs étaient trop extrêmes, l'activité sismique trop imprévisible, le trafic maritime trop dense. Ils ont abandonné, mais près d'un siècle plus tard, le rêve renaît. Et cette fois, ils pourraient réellement avoir la technologie nécessaire pour le réaliser. Les tunneliers modernes peuvent percer des formations rocheuses qui auraient détruit les équipements des années 1930. La modélisation informatique permet de prédire les conditions géologiques avec une précision que les premiers ingénieurs n'auraient jamais pu imaginer. Et surtout, des tunnels sous-marins réussis existent désormais, prouvant que l'impossible peut devenir la routine. Voici pourquoi ce projet est absolument insensé. Le tunnel sous la Manche, que tout le monde considérait comme impossible lors de sa construction, ne se trouve qu'à 75 mètres sous le niveau de la mer. Le tunnel de Gibraltar ira 6 fois plus profond, atteignant une profondeur maximale de 475 mètres. Alors que le tunnel sous la Manche traversait une craie tendre relativement facile à creuser, Gibraltar oblige les ingénieurs à forer à travers certaines des roches les plus dures de la planète. Le détroit lui-même atteint des profondeurs de 900 mètres, mais le tracé du tunnel évite soigneusement ses sections les plus profondes. Les chiffres donnent le vertige. 2 tunnels parallèles, chacun d'environ 28 km pour la section sous-marine, avec une longueur totale de tunnel atteignant 38 à 42 km, y compris les accès terrestres. C'est comme construire le tunnel sous la Manche sous l'eau, mais en le rendant plus court tout en allant beaucoup plus profond. La profondeur maximale atteint 475 mètres sous le niveau de la mer, soit plus que la hauteur de la plupart des gratte-ciels. À de telles profondeurs, la pression exercée sur la roche est énorme. Les températures y sont plus élevées qu'à la surface. Chaque mètre gagné devient un combat contre la planète elle-même. Les ingénieurs estiment qu'il faudra excaver des millions de mètres cubes de roches et de sédiments. C'est assez de matériaux pour remplir des milliers de piscines olympiques. Tous ces déblais devront être transportés à la surface par des puits qui, eux-mêmes, représentent d'énormes défis techniques. La logistique à elle seule dépasse l'entendement. Les tunneliers nécessaires pour ce projet seront parmi les plus grands jamais construits. La technologie actuelle atteint un maximum d'environ 6 mètres de diamètre pour les plus grandes machines actuellement en service. Les tunnels prévus à Gibraltar utiliseront des machines d'environ 9 mètres de diamètre, ce qui est imposant, mais reste dans les capacités technologiques actuelles. Ces monstres mécaniques pèseraient tout de même des milliers de tonnes et coûteraient chacun des centaines de millions de dollars. Mais la profondeur n'est même pas le pire problème.
Le détroit de Gibraltar se trouve sur l'une des caractéristiques géologiques les plus dangereuses d'Europe, la faille transformante des Açores Gibraltar. C'est pas n'importe quelle fissure dans la croûte terrestre. Ce gigantesque système de failles s'étend sur plus de 600 km, des îles Açores jusqu'à la côte marocaine. Il représente la frontière active, où trois plaques tectoniques africaines, eurasiennes et ibériques se rencontrent et s'affrontent. Cette ligne de faille a provoqué le dévastateur tremblement de terre de Lisbonne en 1755, l'un des séismes les plus puissants de l'histoire européenne enregistrée. Les récits de l'époque racontent que les cloches des églises ont sonné dans toute l'Europe sous l'effet des vibrations. La secousse a été si puissante qu'elle a été ressentie jusqu'à Hambourg, et même en Finlande. Selon les témoignages, les lacs d'Écosse ont oscillé d'avant en arrière pendant des heures après la secousse principale. Le tsunami qui a suivi a anéanti des communautés côtières entières au Portugal, en Espagne et au Maroc. La hauteur des vagues a atteint 15 mètres par endroit, soit plus haut qu'un immeuble de 4 étages. La ville portuaire de Lagos, au Portugal, a été partiellement détruite. Le palais royal de Lisbonne a disparu sous les vagues. Les estimations modernes suggèrent qu'entre 40 et 50 personnes sont mortes dans toute la région, bien que certains rapports avancent un bilan encore plus élevé. La faille reste active aujourd'hui. Des stations de surveillance sismique enregistrent des mouvements réguliers, alors que les plaques africaines et eurasiennes se frottent lentement l'une contre l'autre à environ 4 mm par an. Cela peut sembler minime, mais au fil des décennies nécessaires à la construction d'un tunnel, ces forces s'accumulent. Les ingénieurs doivent concevoir une structure capable de fléchir et de se plier lors d'une activité sismique sans s'effondrer. Il y a ensuite le problème de l'eau. Le détroit relie deux mers différentes, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Les eaux froides de l'Atlantique s'écoulent constamment vers l'est, tandis que les eaux chaudes de la Méditerranée se dirigent vers l'ouest, créant de puissants courants sous-marins. Ces courants atteignent des vitesses capables de dévier le matériel de plongée de sa trajectoire. Construire des sections de tunnels dans ces conditions exige une précision jamais tentée à de telles profondeurs. L'échange d'eau entre ces mers est immense. Chaque seconde, environ 1 million de mètres cubes d'eau traversent le détroit. C'est l'équivalent de vider une piscine olympique entière toutes les 2 secondes, sans interruption, pour toujours. Ce flux constant crée des phénomènes météorologiques sous-marins complexes qui varient selon les marées, les saisons et la pression atmosphérique. La vie marine ajoute une autre couche de complexité. Le détroit sert de corridor de migration essentiel pour les baleines, les dauphins et d'innombrables espèces de poissons. Les cachalots plongent ici jusqu'à un 0 mètre de profondeur, à la recherche de calmars géants dans les fosses abyssales. Les globicéphales voyagent en groupe de plusieurs centaines d'individus. Toute activité de construction doit tenir compte de ces écosystèmes sensibles. La topographie sous-marine ressemble à un paysage extraterrestre. Des falaises sous-marines abruptes plongent vers des plaines abyssales. Des pinacles rocheux s'élèvent comme des montagnes sous-marines. Le seuil de Camarinal, une crête sous-marine qui sépare l'Atlantique de la Méditerranée, n'atteint que 280 mètres de profondeur à son point le plus haut. Cette crête contrôle le flux d'eau entre les mers et représente l'une des sections les plus difficiles pour la construction d'un tunnel. Les gouvernements espagnols et marocains ont officiellement lancé ce projet en 1979 lorsque leurs rois ont signé un accord pour renforcer les relations entre l'Europe et l'Afrique. 2 entreprises d'État ont été créées, la SECIGSE en Espagne et la SNED au Maroc. Ils ont dépensé des millions dans des études tout au long des années 1980, mais en 2009, le projet est de nouveau tombé à l'eau. Trop cher, trop risqué, trop compliqué. Qu'est-ce qui a changé? La Coupe du Monde 2030. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal co-organiseront la première Coupe du Monde jamais tenue sur 2 continents. Soudainement, relier l'Europe et l'Afrique par voie terrestre est devenu plus qu'un fantasme d'ingénierie. C'est devenu une nécessité politique. Revenus touristiques, fierté nationale, attention mondiale. Cependant, le tunnel ne sera pas prêt pour la Coupe du Monde 2030. Les prévisions actuelles estimant l'achèvement pour 2040 ou plus tard. Les chiffres sont éloquents. La FIFA estime que la Coupe du Monde 2030 pourrait attirer plus de 5 millions de visiteurs internationaux dans les 3 pays hôtes. Le voyage traditionnel entre l'Espagne et le Maroc consiste soit à prendre l'avion, soit à emprunter les ferries qui traversent le détroit. Les vols nécessitent des transferts vers les aéroports, des retards liés à la sécurité et des horaires dépendants de la météo. Les ferries mettent 35 minutes pour la traverser, mais il faut ajouter le temps de chargement des véhicules et les procédures portuaires. Bien que le tunnel ne serve pas la Coupe du Monde 2030, le tournoi a créé un élan politique pour le projet.
Un tunnel ferroviaire à grande vitesse révolutionnerait à terme les habitudes de voyage entre les continents. Le temps de trajet entre Madrid et Casablanca pourrait tomber à moins de 4 heures, ce qui serait compétitif par rapport à l'avion si l'on prend en compte les délais dans les aéroports. L'impact économique va bien au-delà du tourisme. L'Espagne et le Maroc renforcent leurs relations commerciales depuis des décennies. Le Maroc est désormais le partenaire commercial de l'Espagne, à la croissance la plus rapide en Afrique. Les entreprises espagnoles ont massivement investi dans l'industrie automobile marocaine, les énergies renouvelables et les télécommunications. Une liaison ferroviaire directe accélérait considérablement ces tendances. Le réseau ferroviaire à grande vitesse du Maroc change la donne. En 2018, le Maroc a lancé Alborak, le premier train à grande vitesse d'Afrique. Ces machines élégantes atteignent 320 km/h, reliant Tanger à Casablanca en un peu plus de 2 heures. Le trajet qui prenait autrefois près de 5 heures en train classique se fait désormais plus rapidement que le trajet matinal de la plupart des gens. Alborak représente bien plus que de simples trains rapides. L'ensemble du système a été conçu dans l'optique d'une intégration européenne. Les trains utilisent la technologie TGV française, adaptée aux conditions marocaines. Les systèmes électriques fonctionnent selon les mêmes normes que le réseau à grande vitesse espagnol. Même l'écartement des voies correspond parfaitement aux spécifications européennes. L'investissement a été colossal, plus de 2 milliards de dollars pour la première ligne de 200 km, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Alborak a transporté plus de 6 millions de passagers depuis son ouverture, avec une fréquentation qui augmente régulièrement chaque année. Les voyageurs d'affaires font désormais la navette de façon routinière entre les grandes villes du Maroc. Les touristes peuvent facilement visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Les plans d'expansion actuels sont encore plus ambitieux. Le Maroc prolonge la ligne à grande vitesse, vers le sud jusqu'à Marrakech d'ici 2029, ajoutant 430 km de voies supplémentaires. À terme, le réseau pourrait s'étendre jusqu'à Agadir sur la côte atlantique, créant ainsi un système ferroviaire à grande vitesse de 500 km traversant tout le pays. Alborak utilise les mêmes systèmes électriques et l'écartement des voies que le réseau à grande vitesse espagnol. Ce n'est pas un hasard. Les planificateurs marocains ont toujours eu l'intention que leur train traverse un jour vers l'Europe. L'infrastructure existe déjà des deux côtés. Il ne reste plus qu'à relier les deux par un tunnel. Les plans actuels prévoient que le tunnel relie Punta Paloma, dans le sud de l'Espagne, à Malabata, près de Tanger, au Maroc. Cet itinéraire évite les parties les plus profondes du détroit, tout en offrant la traversée la plus courte possible. Les trains transporteraient à la fois des passagers et des véhicules, à l'image du service de navette du tunnel sous la Manche. Mais parlons de ce que cela signifie vraiment. Le tunnel créerait la première connexion terrestre permanente entre l'Europe et l'Afrique, depuis la séparation des continents il y a des millions d'années. Les routes commerciales qui dépendent actuellement du transport maritime lent pourraient passer au transport ferroviaire rapide. Un conteneur quittant le Maroc pourrait atteindre Berlin plus rapidement que les routes maritimes actuelles n'atteignent Londres. Les possibilités économiques sont immenses. Le Maroc sert de porte d'entrée à toute l'Afrique. Le pays est devenu un important centre de fabrication automobile, produisant des pièces pour des marques européennes comme Renault, Peugeot et Ford. Les usines marocaines exportent désormais pour plus de 10 milliards de dollars de produits automobiles chaque année. Avec une liaison ferroviaire directe, ces usines pourraient s'intégrer encore plus étroitement aux chaînes d'approvisionnement européennes. L'agriculture représente une autre opportunité majeure. Le Maroc produit des agrumes, des légumes et d'autres cultures que les marchés européens demandent toute l'année. Actuellement, ces produits voyagent par camion jusqu'au port, puis par bateau vers les destinations européennes. Un tunnel ferroviaire pourrait réduire considérablement les temps de transport, tout en diminuant les coûts et l'impact environnemental. Le secteur de la logistique se prépare déjà à cette transformation. Les grandes compagnies maritimes étudiaient comment un tunnel sous Gibraltar pourrait affecter leur liaison entre l'Europe et l'Afrique. Certains prédisent que le transport ferroviaire pourrait capter 30% ou plus des volumes de frais maritimes actuels sur certaines routes. Le tourisme fonctionne dans les deux sens. Les visiteurs européens pourraient facilement explorer les villes impériales du Maroc, Marrakech, Fès, Casablanca, sans les tracas des aéroports ou des terminaux de ferry. Les escapades du week-end à Marrakech depuis Madrid pourraient devenir aussi courantes que les excursions de Paris à Londres. Pendant ce temps, les touristes nord-africains pourraient accéder aux attractions européennes avec une commodité sans précédent. Les implications culturelles sont tout aussi profondes. Un lien terrestre permanent accélérait l'échange d'idées, de langues et de traditions entre les continents. Les étudiants pourraient facilement partir étudier à l'étranger. Les travailleurs pourraient faire la navette entre les pays.
Les familles séparées par le détroit pourraient maintenir des liens plus étroits. Les récents développements diplomatiques rendent le tunnel plus probable que jamais. Fin 2024, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc pour la première fois en 6 ans, signant des accords d'une valeur de 10 milliards d'euros. Ces accords prévoient notamment l'extension du réseau ferroviaire à grande vitesse du Maroc vers le sud jusqu'à Marrakech, dont l'achèvement est prévu avant la Coupe du Monde 2030. Le financement demeure l'un des plus grands défis. Contrairement au tunnel sous la Manche, qui a été financé par le secteur privé, le projet de Gibraltar nécessitera probablement d'énormes investissements publics de la part de l'Espagne et du Maroc. L'Union européenne a déjà contribué aux études de faisabilité, ce qui laisse entrevoir un soutien potentiel pour l'ensemble du projet. Les banques internationales de développement suivent la situation de près. La Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont toutes deux financé la ligne à grande vitesse Al-Borak au Maroc. Ces institutions pourraient fournir un financement crucial pour le projet de tunnel, d'autant plus qu'ils pourraient stimuler le développement économique dans toute l'Afrique du Nord. Des investisseurs privés manifestent également leur intérêt. De grandes entreprises de construction comme Bouygues, Vinci et ACS disposent de l'expertise et des ressources financières nécessaires pour participer à de tels mégaprojets. La promesse de contrats d'exploitation et de maintenance s'étalant sur plusieurs décennies rend le tunnel attractif, malgré les coûts initiaux énormes. Les défis d'ingénierie restent redoutables. La société suisse Lombardy Engineering, qui a participé à la conception du tunnel sous la Manche, a étudié le projet de Gibraltar en 2006. Leur conclusion, techniquement possible, mais bien plus complexe que tout ce qui a été tenté auparavant. La présence de 2 chenaux d'argile, profondes à mi-chemin du détroit, complique la construction. Ces couches de sédiments mous pourraient faire que les tunneliers se retrouvent bloqués ou endommagés. La technologie moderne de creusement de tunnels a considérablement progressé depuis 2006. Les machines les plus récentes sont équipées de radars sophistiqués à pénétration de sol, capables de détecter les changements géologiques en amont de la tête de coupe. Des systèmes de guidage contrôlés par ordinateur peuvent ajuster le tracé du tunnel en temps réel pour éviter les obstacles. Des outils de coupe améliorés peuvent gérer des conditions géologiques mixtes qui auraient arrêté les machines précédentes. Les machines elles-mêmes sont de véritables merveilles d'ingénierie. Un tunnelier typique pour ce projet mesurerait environ 9 mètres de diamètre et s'étendrait sur 200 mètres de longueur, conformément aux spécifications techniques des plans de tunnel actuels. Ces monstres mécaniques pèsent jusqu'à 40 tonnes et coûtent environ 100 millions d'euros chacun. Ils fonctionnent comme de véritables usines souterraines, creusant la roche, installant simultanément le revêtement en béton du tunnel et évacuant les déblais grâce à des systèmes de convoyeurs. L'activité sismique exige des approches entièrement nouvelles en matière de conception de tunnels. Les tunnels traditionnels en béton rigide se fissuraient lors de tremblements de terre. Les ingénieurs étudiaient des systèmes de joints flexibles permettant aux sections du tunnel de bouger indépendamment les unes des autres. Imaginez cela comme un immense serpent souterrain capable de se plier sans se casser. Ces joints doivent rester étanches tout en permettant des mouvements de plusieurs centimètres lors de séismes majeurs. Les ingénieurs japonais ont été les pionniers de bon nombre de ces techniques en réponse à la forte activité sismique de leur pays. Le tunnel du Seikan, qui relie les principales îles du Japon, fonctionne avec succès dans l'une des régions les plus exposées aux séismes au monde. Cependant, le tunnel du Seikan atteint une profondeur maximale de seulement 240 mètres, soit la moitié de la profondeur prévue pour Gibraltar. La pression de l'eau à la profondeur maximale atteint des niveaux qui écraseraient les conceptions de tunnels conventionnels. Les parois en béton doivent être suffisamment épaisses pour résister à des pressions équivalentes à plusieurs éléphants posés sur chaque mètre carré. Des systèmes d'étanchéité spécialisés doivent empêcher même les plus petites fuites qui pourraient, à terme, inonder le tunnel. La gestion de la température devient cruciale à de telles profondeurs. La température de la roche augmente considérablement en profondeur. Ajoutez à cela la chaleur générée par les trains à grande vitesse, les systèmes électriques et les équipements de ventilation, et le tunnel pourrait devenir dangereusement chaud. Des systèmes de refroidissement doivent fonctionner en continu pour maintenir des conditions sûres. Les procédures d'urgence nécessitent une réflexion totalement nouvelle. Si un incident survient dans le tunnel sous la Manche, les équipes de secours peuvent atteindre n'importe quel point en moins de 30 minutes. Dans le tunnel de Gibraltar, les sections les plus profondes pourraient être beaucoup plus longues à atteindre. Les issues de secours, les chambres d'urgence et les systèmes de secours doivent tenir compte de cet environnement extrême. Les calendriers de construction actuels ne visent plus 2030. Des rapports récents suggèrent que l'achèvement est désormais prévu pour 2040 ou plus tard,
ce qui est probablement réaliste compte tenu des immenses défis techniques. Le tunnel sous la Manche a nécessité 6 ans de travaux à travers une géologie relativement simple. Les conditions difficiles de Gibraltar pourraient facilement allonger ce délai de manière significative. Les implications géopolitiques vont bien au-delà du simple transport. Un lien permanent entre l'Europe et l'Afrique transformerait fondamentalement les relations commerciales et les échanges culturels. Les dirigeants européens considèrent le Maroc comme un partenaire stable dans une région de plus en plus instable. Le tunnel représente un pari énorme sur la poursuite de la coopération. Mais il existe aussi des critiques. Les groupes environnementaux s'inquiètent de la perturbation des écosystèmes marins sensibles. Le détroit abrite une faune diversifiée, notamment des routes de migration pour les baleines et les dauphins. Les activités de construction pourraient perturber ces schémas de façon permanente. Certains économistes s'interrogent sur la viabilité financière du tunnel. La grande vitesse ferroviaire est la plus efficace pour des distances comprises entre 200 et 800 km. Au-delà de cette distance, l'avion devient plus compétitif. La distance entre Madrid et Casablanca est d'environ 900 km, ce qui se situe à la limite de l'efficacité du rail. Les préoccupations en matière de sécurité sont également importantes. Une connexion terrestre permanente entre les continents pourrait faciliter l'immigration illégale ou la contrebande. Les contrôles aux frontières devraient être absolument hermétiques. La moindre faille de sécurité pourrait saper le soutien politique à l'ensemble du projet. Des alternatives techniques existent. Certains ingénieurs proposent des tunnels flottants, des tubes sous-marins ancrés au fond marin mais non enfouis sous celui-ci. Ces structures pourraient éviter les formations rocheuses les plus profondes tout en offrant une traversée fixe. Cependant, des tunnels flottants n'ont jamais été construits à l'échelle ou à la profondeur de Gibraltar. Les options de pont restent techniquement impossibles. La profondeur de 900 mètres du détroit nécessiterait des pylônes de soutien plus hauts que toute structure jamais construite. L'activité sismique et le trafic maritime rendent les ponts totalement impraticables. Si cette traversée voit le jour, ce sera assurément un tunnel. Les concurrents régionaux observent de près. La Turquie construit d'immenses projets d'infrastructures reliant l'Europe et l'Asie. La Russie a évoqué des tunnels à travers divers détroits. L'initiative La Ceinture et la route de la Chine comprend plusieurs traversées sous-marines. Le tunnel de Gibraltar représente la réponse de l'Europe à ses ambitieux projets de connectivité. À l'avenir, le succès dépendra d'une volonté politique soutenue des deux gouvernements. Les méga-projets s'étendent généralement sur plusieurs cycles électoraux. Les nouveaux dirigeants doivent rester fidèles à la vision de leurs prédécesseurs. Des crises économiques, une instabilité politique ou des tensions diplomatiques pourraient facilement faire dérailler le projet. Les avancées techniques dans la technologie du creusement de tunnels améliorent les chances de réussite. Les tunneliers sont devenus plus grands, plus puissants et plus précis depuis l'époque du tunnel sous la Manche. La modélisation informatique permet de prédire les conditions géologiques avec une précision inégalée. Ces améliorations pourraient rendre les défis de Gibraltar gérables. La Coupe du Monde 2030 offre une échéance ferme qui mobilise les esprits et les budgets. Les grands événements sportifs ont historiquement stimulé le développement des infrastructures. Le Japon a construit son réseau de trains à grande vitesse pour les Jeux olympiques de 1964. La Chine a construit d'immenses systèmes de transport pour les Jeux olympiques de 2008. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal ont une motivation similaire pour 2030. La construction effective du tunnel dépend de facteurs qui dépassent le simple domaine de l'ingénierie. La stabilité politique, la croissance économique, les avancées technologiques et la coopération internationale doivent toutes s'aligner parfaitement. La marge d'erreur reste extrêmement mince. Les études de faisabilité actuelles estiment que le tunnel pourrait transporter environ 12,8 millions de passagers par an, bien que ces chiffres restent des estimations susceptibles d'évoluer au fil du développement du projet. C'est à peu près l'équivalent de la population de la Belgique traversant les continents chaque année. Les projections de capacité de fret suggèrent que le tunnel pourrait prendre en charge une part importante du commerce Europe-Afrique, bien que les volumes exacts dépendent des tarifs et des accords logistiques. Les retombées économiques se feraient sentir sur les deux continents. Mais nous avons déjà entendu des promesses ambitieuses par le passé. Les études des années 1930 promettaient une traversée de Gibraltar en l'espace de quelques décennies. La relance des années 1980 a suscité un optimisme similaire. Les générations précédentes d'ingénieurs n'ont pas pu concrétiser ce projet. Cette génération fait face aux mêmes défis fondamentaux, auxquels s'ajoutent de nouvelles complexités. Le tunnel de Gibraltar représente la tentative la plus audacieuse de remodeler la géographie par l'ingénierie. Un succès créerait le premier lien permanent entre l'Europe et l'Afrique depuis la séparation des continents. Un échec nous rappellerait que certains obstacles existent pour de bonnes raisons.
À seulement 5 ans de la Coupe du Monde 2030, nous allons bientôt découvrir si la technologie moderne peut enfin venir à bout de l'un des obstacles les plus tenaces de la planète. Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. La question n'est pas de savoir si nous pouvons creuser à travers 900 mètres de roche sous l'une des zones sismiques les plus actives du monde. La vraie question est de savoir si nous le devons. Car une fois que vous reliez deux continents, il n'y a plus de retour en arrière possible.